Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 13e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour jour science. Alors, principalement aujourd'hui, nous allons travailler sur l'analyse en composantes principales, encore appelée ACP, qui est une analyse multivariée. Donc, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur dans cette analyse. Nous allons vous dire qu'est-ce que c'est que l'ACP. Comment est-ce qu'on effectue une analyse en composantes exploratoire? Quels sont les éléments ou alors les facteurs que vous devez prendre en compte pour pouvoir optimiser le résultat de votre analyse en composantes principales? Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre page, n'hésitez pas à vous abonner à cette page YouTube ou alors à cette page Facebook, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire pour pouvoir nous encourager pour que l'algorithme Facebook, l'algorithme YouTube continue à proposer ce contenu à beaucoup d'autres personnes. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Sur la diapositive que vous avez juste en face de vous, on essaye de mettre en exergue. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parler de l'ACP comme je disais tantôt, de comprendre l'ACP qui signifie de façon littérale analyse en composantes principales. Donc, l'ACP qui est une analyse en composantes principales. Alors, de façon littérale, c'est ça. L'ACP, c'est analyse en composantes principales. Ça veut dire quoi, l'analyse en composantes principales? Quel est son objectif? Quel est son but? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'on réalise une analyse en composantes principales? Vous vous rendez compte que lorsque nous avons l'habitude de travailler, lorsque nous avons l'habitude d'effectuer, on va dire ça comment, lorsque nous avons l'habitude d'effectuer des analyses avec plusieurs données, plusieurs échantillons, il arrive souvent parfois que chacun de ces échantillons se retrouve avec plusieurs dimensions. Ça veut dire quoi? Que supposez que vous avez une base de données où vous avez dans cette base de données vous avez 100, 300, 400, 500, 600, 1000 voire 1000 variables analysées et à 1000 dimensions différentes. Là, ça devient compliqué de travailler avec une telle quantité d'informations. Je vais par exemple prendre dans le cadre du crigeage ou alors du crigeage, une analyse géostatistique. Vous vous rendez compte que généralement on travaille avec des matrices et ces matrices là, à un moment donné, il faut effectuer ce qu'on appelle une inverse de la matrice pour faire l'inverse de la matrice pour pouvoir travailler avec cette matrice là. Et donc pour effectuer une inverse de matrice, c'est un calcul assez lourd et un calcul assez complexe. Alors si pour effectuer ce calcul, vous avez une grande quantité d'informations, vous vous rendez compte que à un moment donné, le résultat que vous allez avoir, ça va prendre énormément de temps pour obtenir un résultat. Ce qu'il faut donc faire, c'est quoi? C'est qu'il faut utiliser une analyse en composantes principales pour pouvoir diminuer, alors réduire la dimension des données, diminuer la quantité de variables que vous avez en considération pour pouvoir donc travailler avec une dimension plus réduite. Ça veut dire quoi? Que si au départ vous étiez à peut-être à 5 variables ou 6 variables, après avoir utilisé une analyse à composantes principales, vous pouvez vous retrouver maintenant à 4 ou à 3 ou à 2 variables en fonction des degrés de corrélation qui puissent exister entre chacun des paramètres que vous avez en face de vous. Alors, principalement donc ici, nous avons ce qu'on appelle les objectifs en fait. Pourquoi est-ce qu'on effectue une analyse en composantes principales? Comme je disais, c'était pour réduire. Dans la première lancée, ça nous permet d'effectuer une analyse simultanée de plusieurs variables quantitatives. C'est-à-dire quoi? Que avec une analyse en composantes principales, vous êtes à mesure de pouvoir étudier vos données, la relation que lie vos données, qui lie vos données entre elles. Donc, je vais prendre un exemple simple. Supposez par exemple que vous avez une base de données Jura comme celle avec laquelle nous avons travaillé précédemment, qui a à son effigie plusieurs teneurs. Et supposons que nous voulions peut-être prédire la teneur en or, en tenant compte donc des différentes corrélations, alors des différentes teneurs liées dans la base de données. Ce qu'on veut faire, c'est parce qu'avec une analyse en composantes principales, on va étudier de façon simultanée les différentes variables qui sont dans la base de données en vue de déterminer ou alors d'utiliser on va étudier cette étude simultanée là maintenant pour pouvoir étudier les relations entre ces différentes variables. On va étudier les relations entre les différentes variables parce que ce sont les degrés de corrélation entre ces variables qui vont donc nous permettre entre autres d'effectuer une simplification des données en réduisant donc le nombre de dimensions.
Une fois donc on a effectué la réduction du nombre de dimensions, donc ça va nous permettre à la fin donc, de préserver l'essentiel de l'information. C'est-à-dire quoi? On essaie de faire une réduction de dimensions tout en préservant l'essentiel de l'information de départ pour ne pas perdre en données, parce qu'il faut comprendre que ce qu'on obtient après, ce sont on va dire ça vraiment des facteurs ou des composantes principales qui ont le résumé de l'information de départ. Donc c'est un peu de façon ramassée sur à quoi consiste une analyse exploratoire des données, une analyse en composantes principales, autant pour moi. Pourquoi choisir l'ACP pour une analyse de données? Pourquoi est-ce qu'on choisit l'ACP pour une analyse de données? On choisit une ACP pour une analyse de données parce qu'elle nous permet tout simplement, en premier, de faire une visualisation des données. Donc quand on parle de visualisation des données, il s'agit ici d'effectuer une transformation des données multidimensionnelles en une représentation plus simple. Quand on parle d'une représentation plus simple ici, il s'agit d'une représentation soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions. Nous allons pouvoir observer dans la suite. Donc, l'ACP permet d'effectuer une transformation de données multidimensionnelles en une représentation plus simple. Mais représentation plus simple, c'est quoi? Ça veut dire qu'au départ, vous aviez des données multidimensionnelles. Vous savez, par exemple, je vais prendre un cas simple. Pour ceux-là qui ont déjà eu l'habitude de travailler avec eux, ou alors qui ont fait un peu d'algèbre linéaire, ou tout simplement un peu de géométrie, vous vous rendez compte que quand on en a en 2 dimensions, c'est facile de représenter un plan. En 3 dimensions, on se bat encore. Mais à partir de 4e dimension, 5e dimension, il devient difficile pour l'être humain de visualiser ou de pouvoir entrevoir tout simplement la nature ou les relations qui puissent lier toutes les différentes dimensions entre elles. Et donc à un moment donné, c'est donc capital d'utiliser l'analyse exploratoire des données pour l'analyse en composante principale pour permettre donc une visualisation des données et de pouvoir les représenter en des dimensions simplifiées telles que les dimensions 2D ou 3D. Maintenant, ça permet entre autres de faciliter la compréhension et l'interprétation des données. Donc il faut comprendre que avec la réduction des dimensions, on peut quitter peut-être de 25 variables ou alors 25 notions différentes, 25 dimensions différentes pour se retrouver à 2 ou à 3 dimensions en fonction des facteurs ou des composantes que nous avons prédéfinis. Par la suite, cela peut nous permettre aussi d'effectuer une identification des tendances. Quand on dit identification des tendances, ici, il s'agit encore autre de mettre en évidence des structures et des relations cachées dans les données. Parce que vous vous rendez compte que quand on étudie les corrélations entre les données entre elles, ça peut nous permettre de révéler quelles peut être on va dire comment, les différentes structures cachées entre tel ou tel paramètre, entre peut-être la pyrite et l'or, entre peut-être le zinc, le fer, le cuivre, le nickel, tous ces paramètres-là. Ça peut nous permettre donc de savoir quelles sont les structures cachées que lit chacun de ces éléments, Et là, c'est important parce que si par exemple vous êtes en train d'effectuer une analyse géostatistique multivariée, il sera important pour vous d'effectuer ce genre d'analyse, cette analyse-là pour pouvoir donc identifier les structures ou alors les relations cachées entre les différents paramètres de votre base de données. Alors, toujours dans la même optique, on choisit l'ACP parce qu'elle nous permet de simplifier les analyses, une simplification des analyses. Une simplification des analyses parce qu'elle permet entre autres la réduction du nombre de variables. La réduction du nombre de variables, elle permet la diminution du risque d'erreur et de problèmes liés à la multicollinéarité. Elle permet la diminution du risque d'erreur. Parce que comme je vous disais tantôt, lorsque nous avons plusieurs paramètres ou alors lorsque nous avons plusieurs variables avec lesquelles nous travaillons, ça devient compliqué de pouvoir déceler les structures cachées. Et en effectuant donc une simplification de ces données-là, on simplifie les analyses et on diminue, on diminue considérablement le risque d'erreur. Ça nous permet de déterminer des groupes similaires. Alors, on va voir plus tard, lorsqu'on va réaliser, il y a des graphes par exemple qui nous permettent de rassembler les données qui sont plus ou moins, on va dire ça comment, les données qui sont plus ou moins fortement corrélées entre elles et donc créer donc des groupes de données distincts. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de rassembler des données qui ont une forte de corrélation entre elles et c'est-à-dire chaque donnée qui a une forte de corrélation, on peut les rassembler entre elles et créer donc différents groupes. Ça nous permet de détecter des groupes similaires et donc une identification des profils des individus par regroupement des observations similaires telles que je disais en fonction des caractéristiques. Pas seulement cela permet aussi d'effectuer une identification des groupes, des outliers et des relations entre les variables. Ici, outliers, c'est tout simplement des valeurs
on peut dire plus ou moins, on peut considérer comme plus ou moins aberrantes. Cela permet d'identifier aussi des outliers, c'est capital, et des relations entre les corrélations entre les différentes variables. Parce que imaginez-vous que on définit des différents groupes et qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs variables qui sont fortement corrélées entre elles. Si nous avons plusieurs variables qui sont fortement corrélées entre elles, et qu'à un moment donné, il y a une variable qui est mise à l'écart, c'est-à-dire qui n'a pas toute corrélation avec les différents paramètres, on peut plus ou moins, je dis bien plus ou moins supposer que cette variable peut être considérée comme un outlier. Et c'est important en fait, c'est ça qui rend la chose super intéressante parce que à ce niveau, on ne peut être capable d'identifier plus ou moins ce genre de paramètres là, ou alors d'identifier plus ou moins ces groupes ou alors ces outliers là, et permettre entre autres d'identifier les relations entre les variables. Toujours là, nous allons essayer de voir un peu quelles sont les différentes étapes avant la réalisation d'une ACP. Alors, il faut être très attentif à ce niveau parce que beaucoup, généralement, quand ils réalisent une ACP, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils arrivent sur le logiciel et puis, bref, ou alors sur un langage de programmation, ils exécutent juste une fonction et puis, ils ressortent des paramètres sans pour autant tenir compte d'un ensemble d'éléments que nous allons essayer de mettre en exergue ici. Donc, avant de réaliser une ACP, déjà, il y a ce qu'on appelle l'analyse de la qualité des données. Ici, elle consiste en quoi en fait? Elle consiste tout simplement à identifier et à traiter des valeurs manquantes. Au départ, au préalable, vous devez d'abord commencer. On a déjà parlé de ça et on continuera de parler de ça parce que c'est capital. Pour pouvoir faire une ACP ou alors pour pouvoir faire une étude approfondie, une étude multidimensionnelle, il faudrait au préalable commencer par analyser la qualité des données. Et cela passe par quoi? Cela passe par l'identification et le traitement des valeurs manquantes. Cela passe par l'imputation ou la suppression des observations. Et ici, donc, comme je le spécifie au niveau de cet exposé, c'est en dernier recours, je le répète, c'est en dernier recours. Ça veut dire quoi? Que on ne supprime pas une valeur comme ça dans une base de données. Il faudrait vraiment qu'on soit sûr, surtout dans le cadre de la géologie. C'est pas évident, d'autant plus que ce qu'on recherche généralement, ce sont les anomalies. Et donc, si vous supprimez toute valeur que vous soupçonnez être outlier, ce n'est pas bon. Ce n'est pas vraiment bon. Donc, il faut vraiment tenir compte de pas mal de paramètres. Et c'est là où on va dire ça comment, c'est là où la géologie intervient. Et c'est vrai qu'on nous reproche souvent, nous les data scientists, alors les géostatisticiens, de ne pas tenir compte des paramètres géologiques, mais c'est une erreur parce que tout géostatisticien qui se respecte entre autres, lorsqu'il effectue une analyse de données, il se doit de tenir compte du phénomène de la géologie. S'il est en train de traiter des données géologiques, de la géochimie, s'il est en train de traiter des données géochimiques, pour essayer de voir si cette donnée-ci peut être non considérée comme outlier ou alors c'est même l'anomalie qui est recherchée. Après avoir effectué cette analyse préliminaire, où on parle maintenant de ce qu'on appelle la description des individus de la base de données. Donc là, on va donc décrire quelles sont les différentes, on va dire quelles sont les différentes variables que nous avons, comment est-ce qu'elles se comportent et tout ce qui va avec. Après cela, on entre dans ce qu'on appelle la normalisation des données. Alors, ça c'est une nouvelle notion qu'il va falloir vraiment prendre en considération parce que la normalisation de données, elle est capitale. Alors, c'est quoi même une normalisation de données? La normalisation de données, c'est tout simplement ce qu'on entend par mise à l'échelle. Une mise à l'échelle des variables pour éviter l'effet taille. En fait, l'effet taille, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle tout simplement le biais lié aux unités de mesure. Donc, vous vous rendez compte que vous avez effectué, vous avez une base de données. Voilà, je vais prendre l'exemple de la base de données Jura que nous avions. Dans la base de données Jura, vous avez différents paramètres, vous avez différentes variables qui ont été prélevées sur le terrain. Vous avez la teneur en cuivre, en zinc, en nickel, en plomb. Supposez par exemple que la teneur en plomb soit en centimètres. Soit bon, excusez la bêtise. Supposons que la teneur en plomb soit peut-être en pourcentage, pardon, et la teneur en nickel soit peut-être en percentile, et la teneur peut-être on va dire ça comment, la teneur peut-être en zinc soit en partie par million. Vous vous rendez compte que faire une analyse avec une telle base de données, c'est déjà à la base fausser tout ce que vous êtes en train de faire parce que vous n'avez même pas uniformisé les différentes échelles. Et donc là, c'est important d'effectuer parfois ce qu'on appelle une normalisation donc pour essayer de limiter donc, ou alors de ramener tout ceci à une même dimension pour éviter ce qu'on appelle l'effet taille. Et donc, ici, généralement, donc, pour effectuer donc, cette normalisation, donc, il y a des méthodes courantes telles que la normalisation min-max ou alors le Z-score qui peut être utilisé. Et il y en a plusieurs, vous aurez l'occasion
de vous documenter sur la chose et de pouvoir donc identifier quelle sera la méthode la plus appropriée en fonction de l'objet de votre étude. Alors, toujours dans la même lancée, on va faire ce qu'on, après avoir effectué cette normalisation de données, on va faire ce qu'on appelle le choix des variables grâce aux analyses bivariées. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à effectuer une sélection des variables pertinentes pour l'analyse, de faire des analyses de liaison de corrélation et d'effectuer une élimination des variables redondantes. Super. Voilà donc les étapes que vous devez faire, et je dis bien que vous devez faire avant. Ça, c'est avant de pouvoir réaliser une ACPI. Alors, si toi aussi, chaque fois que tu veux réaliser une ACPI, tu passes par cet ensemble d'étapes, n'hésite pas à nous de faire signe en commentaire. Ça permet d'être super intéressant parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas par ce cheminement pour pouvoir réaliser une analyse en composante principale. Et donc, si tu fais partie de cela, j'espère qu'à partir de maintenant, tu ne le feras plus. Alors, toujours là, nous allons montrer comment est-ce que l'ACPI transforme les données pour révéler l'information essentielle. Comment est-ce que l'ACPI transforme les données pour relever une information essentielle? Alors, l'étape 1, ou alors la première étape, c'est tout simplement la création d'une matrice de corrélation. Alors, je ne sais pas si j'ai pu avoir une matrice de corrélation ici. Là, je n'ai pas pu la mettre, malheureusement. Une matrice de corrélation. Oh, on va. Ok. Alors, ok. Bon, maintenant, on va passer à comment est-ce que l'ACPI transforme les données pour relever l'information essentielle. Alors, oui, la première étape, c'est tout simplement la création d'une matrice de corrélation ou alors covariance. À partir des données normalisées, la création d'une matrice de corrélation à partir des données normalisées. Cette matrice capture les relations linéaires entre les différentes variables. Par exemple, ici, nous avons ce qu'on appelle une matrice de corrélation. Alors, vous allez vous rendre compte qu'ici, on effectue une matrice de corrélation sur une dataset. Là, on étudie la corrélation entre les différentes variables. Ici, par exemple, vous allez voir à l'origine, à la diagonale, nous avons ce qu'on appelle les valeurs propres. Ou alors, les valeurs propres, tout simplement, les valeurs pour lesquelles la corrélation est maximale. Ici, par exemple, elle est maximale. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la même variable, en fait, dans la base de données. Donc, à chaque fois, dans la diagonale, on a affaire à la même variable. Vous pouvez le constater ici, par exemple, là, à 1, c'est la même variable. Ici, c'est la même variable. Donc, là, c'est normal. Dans la diagonale, on ira 1 forcément parce que cette variable, elle est corrélée à 100% sur elle-même. Et donc, là, on a donc une corrélation. Lorsque c'est négatif, on a ce qu'on appelle inversement corrélé ou alors inversement proportionnel. Et lorsque c'est positif, on appelle une corrélation positive. Et donc là, voilà un peu à quoi ressemble la matrice de corrélation. Et c'est la toute première étape que vous devez faire. Ça va nous permettre donc de capturer les différentes relations linéaires entre les différentes variables et pouvoir donc quantifier d'une certaine façon le taux de corrélation qui puisse être on va dire quoi, qui puisse mettre en relation chacune de ces variables. Après avoir effectué cela, la deuxième étape consiste à effectuer une décomposition de la matrice de corrélation pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice. Alors, je vais vous épargner les détails mathématiques de la chose. Mais du moins pour ceux qui ont eu à faire un peu d'algèbre linéaire, c'est la base en fait. Montrer comment prendre une matrice et de décomposer la matrice, de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Même ceux qui ont fait mécanique des roches. Oui, donc on parle de gros sciences. Ceux qui ont fait mécanique des roches de façon générale, ils savent comment est-ce qu'on peut trouver les valeurs propres, décomposer une matrice de corrélation et trouver les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice. Donc la décomposition en valeurs propres est une technique mathématique qui permet de décomposer une matrice carrée en un produit de croix matrice, une matrice orthogonale P contenant des valeurs propres, une matrice diagonale D contenant des valeurs propres et l'inverse de la matrice orthogonale qui est P-1. Et donc généralement, lorsque vous finissez de décomposer, mathématiquement par là, on obtient ce que vous voyez ici en bas tout simplement, c'est P fois D fois P-1. Et puis, il y a aussi les matrices triangulaires aussi. Et là, c'est autre chose. Ça, c'est si on parle de matrice diagonale. Et donc, c'est super intéressant parce que vous vous rendez compte qu'à ce moment donné, les mathématiques sont quasiment indissociables de l'analyse en composante principale, du moins pour celui-là qui veut vraiment connaître comment est-ce que ça fonctionne en background ou alors en arrière-plan ou alors comment est-ce que chaque élément sont mis ensemble ou en commun pour pouvoir déterminer ce qu'on souhaite déterminer à la fin. Toujours dans la décomposition des matrices de corrélation, on trouve les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice.
Pour ce faire, donc, il y a des éléments tels que les vecteurs propres qui représentent la direction des composantes principales. Les vecteurs propres sont orthogonaux. Les valeurs propres, c'est la quantité de variance expliquée par chaque composante. Maintenant, l'objectif, en fait, c'est de faire quoi? De pouvoir maximiser la variance expliquée. La variance expliquée ici, on va mieux entrer en détail dessus. En fait, ces composantes principales sont construites de manière à ce que la première composante explique la plus grande part de la variance des données. La seconde composante, bien évidemment, explique la plus grande part de la variance restante, ainsi de suite, jusqu'à la fin. On a ici, par exemple, comment choisir le bon nombre de composantes pour notre ACP. Déjà, quand on parle de composantes, en fait, c'est quoi? Ce sont ces axes-ci, ces dimensions-ci, ça. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon nombre de composantes pour notre ACP? Alors, en premier, il suffit, on effectue ce qu'on appelle, en sélectionnant les composantes principales ayant les plus grandes valeurs propres, on maximise la variance expliquée tout en réduisant la dimension des données. Par exemple, ce qu'on utilise donc généralement sur le critère de Court. Le critère de Court ou encore la méthode Elbord. Ici, l'objectif c'est quoi? C'est de effectuer une représentation graphique de la variance expliquée cumulée en fonction du nombre de composantes principales. Par exemple, ici, pour ce que vous pouvez voir, observer, nous avons 4 composantes. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'effectuer une représentation graphique de la variance expliquée. Ici, là, la variance expliquée, c'est ce que vous avez à l'extrémité là en haut, le pourcentage là. Maintenant, après d'avoir déterminé donc ces pourcentages là, on fait ce qu'on appelle une identification du point où l'ajout de composantes supplémentaires n'apporte que peu d'informations supplémentaires sur le code. Donc l'objectif en fait c'est de quoi? C'est de prendre c'est dont la variance expliquant le plus grand taux d'inertie qui matérialise, avec ces composantes ici, on parvient à expliquer, ou alors à avoir, ici par exemple sur la première composante, nous avons 73% de la représentation de l'information de base, ce qui est déjà très bien. On a 73% de la représentation de l'information de base. Sur la deuxième, si par exemple 22%, on sait que si on cumule, il y a le 73 et le 22%, on parvient déjà à expliquer, on va dire ça comment? On va parler de 73 plus 20, ça fait 93 plus 2, ça fait 95, donc 95,9. On a environ 95,9 de l'information que nous sommes déjà capables de reconstruire uniquement sur 2 composantes. Et donc, on peut aussi se choisir dans le nombre de composantes au niveau de cours le plus élevé. Donc, ces deux premières composantes sont suffisantes pour nous permettre d'expliquer 95,9% de l'information de départ, de représenter déjà ça. Et c'est ça l'objectif, utiliser le minimum de composantes possible pour expliquer le maximum d'informations de la base de données de départ. Alors, poursuivons toujours dans notre lancée. Comment choisir le bon nombre de composantes pour votre ACP? C'est comme nous l'avons dit, il y a plusieurs méthodes. Parmi la méthode, celle que nous venons de présenter, c'est ce qu'on appelle la méthode Elbord ou alors la méthode de Court. Nous avons ce qu'on appelle aussi la variance expliquée. On calcule ici le pourcentage de la variance expliquée par chaque composante principale et par l'ensemble des composantes sélectionnées. Ensuite, maintenant, on choisit un nombre de composantes qui explique un pourcentage satisfaisant de variance totale. Par exemple, 70%, 80%, 95% selon les objectifs de l'analyse. Ici, vous voyez qu'en prenant, par exemple, dans le cas précédent, en prenant déjà les 2 premières composantes, on était déjà à 95,9%. Et je crois que c'est déjà assez bien par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ça va dépendre maintenant de vous, du composant que vous souhaitez mettre en exergue et de la réduction en fait que vous souhaitez mettre en exergue. Maintenant, hormis cela, nous avons, on peut adapter le nombre de composantes principales en fonction des objectifs spécifiques de l'analyse. Si la visualisation est l'objectif principal, par exemple, si la visualisation est l'objectif principal de votre analyse, si la visualisation est l'objectif principal de votre analyse, vous pouvez par exemple limiter le nombre de composantes à 2 ou à 3 pour faciliter la représentation graphique effectivement. Si la réduction de la dimension pour une analyse ultérieure est l'objectif principal, choisir le nombre de ici, vous pouvez choisir le nombre de composantes qui expliquent une part suffisante de la variance sans trop sacrifier la simplicité du modèle. Alors, maintenant, ici, on va parler de la visualisation et l'interprétation. Déjà, en premier, comme vous avez un graphe devant vous, on appelle ça quoi? La première chose, c'est le graphique des variables et des individus. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir à la fin, vous allez remettre superposant en fait sur le même graphe les variables et les individus. Et donc la projection des variables représente
représenter en fait, la position des variables consiste ici à représenter les variables originales sur le plan formé par les premières composantes principales. Généralement, les deux premières, on utilise les coefficients de variables dans les composantes principales. Donc, on a le cercle de corrélation. Donc, dessiner un cercle de rayon 1 autour de l'origine du graphique pour faciliter l'interprétation des relations entre les variables. La corrélation entre les variables. Plus une variable est proche du centre, des corrélations, plus elle est bien représentée par les composantes et affichées. Les variables proches les unes des autres sont corrélées positivement, tandis que celles diamétralement opposées sont corrélées négativement. Ça veut dire quoi? Que si on a élément ici et l'autre de l'autre côté, on suppose que celles qui sont proches de ce côté-ci sont corrélées positivement, celles qui sont entre ça et diamétralement opposées de l'autre côté sont corrélées négativement. Donc voilà plus ou moins le style de graphe que vous aurez à obtenir à la fin de votre analyse en composante principale. Tout ceci nous permettant d'effectuer une meilleure visualisation et une meilleure interprétation de nos données afin de choisir les meilleures composantes pour pouvoir simplifier alors la réduction de dimensions. Donc je vous remercie d'avoir pu assister à cette présentation. J'espère que vous avez pu comprendre comment est-ce que se déroule une analyse en composante principale, en commençant par c'est-à-dire les étapes préalables pour pouvoir faire cette analyse, les étapes une fois que vous avez débuté l'analyse en composante principale, les méthodes que vous pouvez utiliser, et savoir que si on veut récapituler de façon générale, l'analyse en composante principale nous permet d'effectuer une réduction des dimensions de nos bases, de nos différentes données. Elle nous permet encore, hormis seulement la réduction des dimensions, de permettre de simplifier le calcul et l'analyse que nous sommes en train d'effectuer. Et cela est capital dans l'étude que vous serez en train de mener pour plus tard. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous m'avez offerte aujourd'hui. J'espère que pour les prochaines vidéos, c'est-à-dire pour la vidéo de demain, nous allons pouvoir entrer encore plus en profondeur sur un ensemble de notions et que nous allons pouvoir expérimenter avec des codes pour pouvoir mieux comprendre en prenant une base de données. Il faut comprendre aussi que l'analyse en composante principale s'effectue avec des données quantitatives, mais parfois il est possible de pouvoir y insérer des données qualitatives. C'est possible aussi. Donc là, ça sera une notion sur laquelle nous allons revenir. Merci pour votre brillante attention. N'hésitez pas à poser vos différentes questions en commentaire. Et par exemple, si vous avez des interrogations particulières par rapport à ce que nous avons fait, laissez-nous des commentaires ou alors contactez-nous directement. Nous allons essayer de répondre à vos différentes préoccupations. Donc, on se retrouve pour la 14e vidéo demain. Soyez prêts, le challenge continue. 100 jours d'IA pour jouer science. Merci.